Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. La Marseillaise est sans doute l'hymne national le plus populaire au monde. N'en déplaise au God Save the King anglais, enfin anglais, faut le dire vite, ou au Star and Stripe américain. Chant révolutionnaire, puis patriotique, avant de devenir hymne national, il a traversé les frontières pour devenir un symbole de liberté et de résistance dans de nombreux pays. Retour sur son origine et son parcours tumultueux depuis 230 ans. Le 20 septembre 1792, l'Assemblée législative déclare la guerre aux rois de Bohême et de Hongrie. En fait, l'Autriche pour faire simple, dont le monarque est François II, le frère de Marie-Antoinette. Une guerre validée par le roi Louis XVI, qui compte bien sur une défaite des armées révolutionnaires pour permettre aux puissances ennemies de le remettre pleinement sur le trône. Pour les Girondins, c'est exporter la révolution au-delà des frontières et libérer les peuples européens du joug de leurs tyrans. Un programme ambitieux. Pourtant, la guerre commence mal et la Prusse, alliée de l'Autriche, s'avance vers la France. La patrie est en danger et il faut recruter des volontaires. C'est donc dans ce contexte que nous nous retrouvons le 24 avril 1792 chez le maire de Strasbourg, le baron Philippe Frédéric de Dietrich, qui a organisé une soirée réunissant principalement des militaires, dont un certain capitaine du génie, Claude-Joseph Rouget de Lille. Ce partisan de la monarchie constitutionnelle a déjà composé plusieurs œuvres musicales, et le baron lui demande de trouver un chant qui pourrait entraîner et galvaniser les troupes. Séduit par le projet, il rentre chez lui et se met à l'ouvrage toute la nuit. On dit qu'il aurait trouvé l'inspiration sur le texte des affiches appelant à la mobilisation générale, mais aussi des vers de Boileau et même des citations de textes encore plus anciens. Pour la musique, certains lui trouvent des similitudes avec un concerto pour piano de Mozart. Mais là, c'est vraiment chercher la petite bête. Le lendemain, il se présente de nouveau chez le maire de Strasbourg pour lui présenter son chant de guerre pour l'armée du Rhin, composé de 6 couplets. Un 7e destiné aux enfants sera rajouté plus tard. Et c'est Dietrich lui-même qui va l'entonner pour la première fois. Enthousiaste, il le fait copier puis distribuer dans toute la ville. Mais ce sont des volontaires marseillais qui montent sur Paris pour le 3e anniversaire de la prise de la Bastille qui vont le populariser définitivement, en faisant oublier son titre original pour devenir le chant des Marseillais, puis la Marseillaise. Elle sera chantée lors de la prise des Tuileries le 10 août 1792, puis pour la victoire de Valmy en septembre de la même année. Le 14 juillet 1795, elle est déclarée hymne national par la Convention. Après cette date, selon les circonstances et les changements de régime, elle va connaître des hauts et des bas. Sous l'Empire, Napoléon, soucieux de faire oublier l'époque révolutionnaire, ne la fit pas jouer, lui préférant des musiques comme la marche consulaire ou Veillons au salut de l'Empire. Après la Restauration,
Elle réapparaît au moment de la Révolution de 1830 en France, puis se propage dans l'Europe entière lors des mouvements d'indépendance de la seconde moitié du XIXe siècle. En 1879, alors que la République s'installe définitivement, elle devient hymne national. Mais avec les idées socialistes et les revendications du monde ouvrier qui se répandent, elle est délaissée au profit de l'international. La Grande Guerre lui redonne un second souffle, et elle devient le symbole de l'union sacrée. On va d'ailleurs transférer les cendres de Rouget de Lille aux Invalides. Dans l'entre-deux-guerres, elle accompagne plutôt les associations d'anciens combattants et les partis de droite, voire d'extrême droite. Mais le Front populaire, alliance de socialistes et de communistes, s'en empare à son tour au moment du centenaire de la mort de Rouget de Lille. Sous l'occupation, elle est interdite en zone occupée par les autorités allemandes. Alors qu'en zone libre, elle est tolérée pour certaines occasions festives, mais le régime de Vichy lui préfère son maréchal nous voilà. Elle est donc utilisée par la résistance au même titre que son chant des partisans. Après la guerre, elle est inscrite dans la Constitution de 1946 au même titre que le drapeau et la devise de la République. Puis elle est confirmée en 1958 dans la nouvelle Constitution de la Ve République. Depuis 60 ans, nombre de polémiques ressurgissent régulièrement, tel un serpent de mer. On se souvient que le président Giscard d'Estaing avait fait ralentir son tempo qu'il jugeait trop guerrier. Et il avait même déclaré en 2009 que les paroles en étaient ridicules. Déjà à l'époque de la Belle Époque, certains avaient demandé d'en changer le texte. Des paroles jugées trop belliqueuses, voire racistes. Ah, le sang impur qui abreuve nos sillons. Pourtant, ça n'empêcha pas les Beatles de l'utiliser dans l'introduction de leur chanson All You Need Is Love, ni Serge Gainsbourg de provoquer le scandale avec sa version reggae. Finalement, en ce début du XXe siècle, on voit bien qu'elle dérange encore. Et tout comme le drapeau, il est de bon ton de ne l'utiliser qu'à bon escient, comme par exemple pour les manifestations sportives. Sinon, vous risquez d'être taxé de populiste, voire pire, même par certains de nos élus. Malgré tout, et ce sera ma conclusion, elle reste un symbole fort de la démocratie, surtout à l'étranger, de la révolution russe qu'il utilisa un temps comme hymne national, aux étudiants chinois qui la chantaient en 1989 sur la place Tiananmen. Voilà, c'était la dernière vidéo de l'année. Merci de m'avoir suivi encore plus nombreux qu'en 2021. Après Istodar, je lancerai une nouvelle thématique qui nous fera remonter le temps, mais d'une autre manière. Je n'oublie pas mes interviews avec des intervenants de qualité. Bon réveillon, bonne année à tous, et n'oubliez pas, avec moi, faites vivre l'histoire. Salut!